Salut les artistes, bienvenue dans cette vidéo, c'est Spartan, comme toujours. On va cette fois-ci continuer à parler des calques dans Photoshop avec cette deuxième vidéo sur 4, où cette fois-ci nous allons parler des différents types de calques dans Photoshop. Si vous avez loupé la première vidéo, ne paniquez pas, je vous remets le lien juste là, vous pourrez la retrouver tout de suite. J'ai expliqué pour rappel qu'est-ce qu'était un calque, comment ça fonctionnait et quelques principes assez basiques des calques dans Photoshop. Et on va tout de suite attaquer donc cette deuxième vidéo sur les différents types de calques. A très vite. Voilà, et c'est maintenant que ça devient vraiment drôle parce qu'il n'y a pas un seul type de calque, mais il y a plusieurs types de calques, avec chacun ses spécificités. Donc là, les calques que je vous ai montrés, ce sont des calques classiques, des calques normaux, et ce sont des calques qu'on appelle pixelisés. Tout simplement parce que je dessine dessus des pixels. Voilà, je dessine des pixels, je peux les gommer. Idem, si je viens sur le deuxième calque, voilà, je peux gommer, je peux redessiner, je peux faire des cheveux à mon petit bonhomme. Voilà, c'est vraiment de plus en plus beau, hein, ça vaut bien le coup de faire une chaîne sur l'art digital et se prétendre artiste. Bref. Donc ça c'est le premier type de calque, les calques pixelisés. Maintenant je vais vous en montrer un deuxième. Je vais faire par-dessus un quatrième calque pour rajouter encore une couche de beauté par-dessus tout ça. Donc cette fois-ci je vais prendre du bleu. Je m'excuse auprès de vos yeux pour les faire autant souffrir durant cette vidéo. Donc cette fois-ci je vais faire un zigzag bleu. Je pense d'ailleurs que je vais désaturer le calque de base, voilà, parce que ce vert était un peu trop agressif. Donc là maintenant j'ai un calque bleu qui est par-dessus les autres. Je vais aussi supprimer cette forme parce qu'elle est vraiment trop moche. Voilà. Donc de ce calque classique, je peux le transformer en calque dynamique. Donc c'est une option qui est apparue avec Photoshop, je sais même plus, 16.5 ou 16.6, 16.5 je pense. Donc il suffit de faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que mon calque a changé d'icône. Voilà, donc n'importe quel calque, une fois que je le passe en objet dynamique, il devient comme ça. Donc je peux toujours déplacer ce calque, je peux toujours le modifier. Voilà, là je suis en train de le tourner. Donc je peux toujours lui appliquer des styles de calque. En fait, ce qui change, c'est que maintenant, il n'est plus pixelisé. Ça veut dire que je ne peux plus dessiner dessus. Je ne peux plus non plus le gommer, sinon à chaque fois, je vais avoir ce petit message d'Adobe Photoshop. Voilà, donc il me dit, vous devez pixeliser cet objet, nanana. Donc si je dis oui, eh ben mon calque est transformé en calque pixelisé classique. Donc là, je peux de nouveau dessiner, gommer comme avant. Alors, à quoi ça sert? Ça, c'est la grande question que vous vous posez sûrement. Les calques dynamiques ont un intérêt parce que ce sont des calques non destructifs. Ça veut dire que justement on ne peut pas les gommer, on ne peut pas les modifier et c'est ça qui les rend vraiment très intéressants. Par exemple, si vous avez un calque, admettons celui-ci, et vous voulez le flouter, voilà, vous allez lui appliquer un filtre, par exemple un filtre de flou. Voilà, donc là vous voyez qu'il s'est appliqué. La grosse nouveauté avec les calques dynamiques, c'est que vous pouvez en fait revenir en arrière. À tout moment, vous pouvez appliquer un filtre, revenir en arrière, vous pouvez même changer les filtres, les réglages des filtres. Voilà, donc là maintenant je vais diminuer l'opacité, enfin plutôt la puissance du flou sur mon calque. Donc j'ai créé un filtre dynamique, vous voyez, qui est associé à mon calque. Mais ça va plus loin que ça, parce que les calques dynamiques, je peux aussi les dupliquer. Et vous allez voir en quoi c'est vraiment puissant. Par exemple celui-ci, j'ai envie de changer sa teinte, donc je vais faire un calque de réglage. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est, pas de panique, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc j'ai appliqué un calque de 2 teintes à celui-ci, je vais en appliquer un autre à ce calque-là, celui-là je vais changer sa couleur et le faire orange. Voilà, ça va suffire pour vous montrer ce que je veux vous expliquer. En fait, là, ce qu'on a, c'est un seul et même calque qui est disposé dans mon document en 4 instances. Donc là, j'ai 4 calques dynamiques, mais qui sont en fait tous des copies du même calque. Donc ça veut dire que je peux les changer, les modifier, les tourner, leur appliquer d'autres réglages, comme justement via mes calques de réglage, où je vais changer leur couleur. Par exemple, celui-là, si j'ai envie de lui enlever son flou, je peux l'enlever. Et là où c'est très puissant, vu que ce sont tous les instances d'un seul et même calque pixelisé de base, si je vais sur ce calque, donc vous voyez comment j'ai fait, j'ai double-cliqué sur mon calque, et bien là je retrouve mon calque d'origine. Et si maintenant je modifie mon calque d'origine, je vais faire CTRL S pour enregistrer la modification, voilà, je vais le fermer,
Et lorsque je reviens sur mon document, vous voyez que les 4 calques dynamiques ont changé. Si je reviens en arrière, je peux vous montrer assez facilement. Vous voyez, avant, après. Donc si je modifie une fois mon calque dynamique, toutes les instances du calque dynamique, donc toutes ces copies, vont aussi être affectées. Donc ça, c'est extrêmement pratique, surtout si vous faites du design d'interface. Par exemple, si vous faites du web design ou des choses comme ça, donc vous allez avoir des formes qui vont revenir souvent, ou bien des éléments graphiques que vous allez utiliser plusieurs fois sur une même page. Je prends par exemple l'exemple d'une icône. Donc vous allez dessiner une icône, la placer par exemple dans la barre latérale, vous allez ensuite la placer à plusieurs autres endroits sur la page, et plutôt que de devoir modifier 5 fois votre calque, puisque vous allez changer 5 fois l'icône, eh bien vous allez, comme je viens de le faire, cliquer une seule fois sur l'icône dynamique, donc vous arrivez ici sur le calque d'origine, là vous allez pouvoir changer votre icône ou votre photo, enfin peu importe ce que c'est, donc vous allez le changer, vous allez faire ensuite enregistrer, donc CTRL S, et lorsque vous revenez sur vos documents, eh ben, toutes les instances auront été modifiées. Voilà, donc ça c'est extrêmement pratique. C'est une technique à connaître pour ne pas avoir à modifier vos calques. C'est-à-dire par exemple si maintenant vous faites de la retouche photo, vous voulez tester, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'appliquais un filtre chaud, qu'est-ce que ça donnerait si j'appliquais un filtre froid, et si maintenant je floutais ça, si là j'appliquais un filtre, voilà, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. Donc c'est ça leur grande force. Donc voilà pour les calques dynamiques. Voilà, là on a passé en revue à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les calques basiques de Photoshop. Donc, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais repartir d'un calque neutre. Je vais en faire un deuxième vert, pour vous montrer la suite. Donc puisqu'il n'y a pas que 2 types de calques, il y a une 3e grande famille qui intervient, et il s'agit des calques de réglage. Donc les calques de réglage, vous les retrouvez ici dans le panneau des calques, immédiatement. Donc vous voyez peut-être tout de suite, d'après leur nom, ces calques correspondent en fait à des options, à des réglages qui sont déjà disponibles dans Photoshop. On a par exemple luminosité, contraste, niveau, courbe, vibrance, etc. Donc en fait, quasiment toutes ces options-là, ce sont des choses que vous pouvez déjà appliquer à vos calques, sans créer de nouveaux calques. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez changer la luminosité du calque, vous pouvez aller dans Image, Réglage, Luminosité et Contraste. Donc là, je vais augmenter sa luminosité, je vais faire OK. Donc là maintenant, mon réglage a été appliqué au calque. Vous voyez qu'il est plus lumineux qu'avant. Mon calque a été modifié, voilà, je ne peux plus revenir en arrière. Ça a été fait, ça a été appliqué. Les pixels ont changé. Par contre, si maintenant je veux revenir en arrière, je veux appliquer un réglage, tout comme les filtres, mais que j'ai envie de revenir en arrière, j'ai tout intérêt à utiliser un calque de réglage. Donc vous pouvez passer soit par ici, comme je vous l'ai montré, donc là vous retrouvez luminosité et contraste. Voilà, vous pouvez passer par là, calque, nouveau calque de réglage ici. Et donc vous retrouvez voilà, tous ceux qui sont dans le petit raccourci du panneau des calques. Donc là voilà, vous créez un nouveau calque, comme avant, nanana, ok. Et vous pouvez ici modifier de nouveau la luminosité et le contraste. Alors là par contre vous voyez que c'est pas juste mon rectangle vert qui change de luminosité, c'est tout mon document. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, les calques de réglage s'appliquent à tout ce qu'il y a en dessous d'eux. Voilà, c'est comme si lorsque vous dessinez avec vos feuilles de papier calque dont je parlais au début, vous aviez des feuilles de calque magiques qui pouvaient changer les réglages de tout ce qu'il y avait en dessous. Par exemple, vous trouvez votre photo un peu trop fade, vous avez 10 calques par-dessus parce que vous avez changé des choses, vous en avez gommé, vous en avez enlevé, etc. Et vous ne voulez pas vous amuser à revenir changer la luminosité sur chacun de vos calques, et bah vous allez faire un calque de réglage qui va se positionner au-dessus et qui va donc avoir un effet sur tous les calques présents en dessous. Donc si maintenant je déplace ce calque et que je le mets entre le premier calque et le deuxième, vous voyez qu'il n'affecte que le calque du bas, que le calque gris. Si maintenant je le replace tout en haut, eh ben, il va aussi affecter mon rectangle vert. Donc je vous donne un autre exemple. Cette fois-ci, je vais faire un calque de réglage de teinte saturation. Donc c'est celui que j'ai utilisé juste avant. Donc là, cette fois-ci, je vais modifier la teinte, voilà, pour le rendre un peu plus jaune. Donc là, l'effet s'applique aussi à mon image du bas, enfin à mon calque du bas. Par contre, vous ne le voyez pas parce que le calque du bas est gris, donc il n'y a pas d'incidence. Je peux faire varier la luminosité aussi pour faire varier à la fois le calque 1 et le calque 0.
Donc voilà, ça sont les calques de réglage. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais si j'ai envie que mon calque de réglage ne s'applique qu'à mon rectangle vert, comment est-ce que je fais? C'est vrai que sinon c'est pas très pratique. Alors pour ça, il y a ce qu'on appelle des calques d'écrêtage. Et oui, c'est encore un nouveau type de calque, ou plutôt c'est un faux type de calque. Donc en fait, vous allez prendre n'importe quel calque, par exemple celui-ci, que je viens de faire, et vous allez, vous voyez là la petite icône qui apparaît lorsque je viens entre mes deux calques, vous allez en fait l'attacher à ce calque-là. Donc ça veut dire, voilà, il n'y a que mon calque du rectangle vert qui est affecté par le calque de réglage de teinte saturation. Si maintenant je désactive l'écrêtage, c'est de nouveau tout mon document. Voilà, donc pour créer un masque d'écrêtage, c'est très simple. Il suffit en fait d'appuyer sur la touche Alt et ensuite de passer la souris entre les deux calques. Vous voyez, dès que je passe la souris entre deux calques, il y a cette icône qui apparaît. Il suffit de cliquer et donc ça rattache les calques les uns au-dessus des autres. Donc ça marche pas uniquement avec les calques de réglage, ça marche aussi avec les calques pixelisés normaux. Donc si maintenant je prends un nouveau calque, je vais faire un petit dessin rouge. Je sais que là vous craignez déjà mon prochain dessin. Il va être encore plus beau que d'habitude. Hey. Voilà, donc là j'ai un nouveau calque, vous voyez, je peux le déplacer. Mais si maintenant je veux que celui-ci n'apparaisse que dans ma forme verte, eh ben je vais faire la même chose qu'avant. Je vais créer un masque d'écrêtage. Donc je vais le passer en écrêtage, comme on dit. Donc je fais pareil qu'avant, hein. Donc je place ma souris entre les deux calques, j'appuie sur Alt et je clique. Pardon, je cliquais là où il fallait pas. Voilà. Donc vous voyez que mon calque ne s'affiche que dans le calque précédent. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi empiler les calques d'écrêtage. Donc si j'ai envie d'en faire un troisième vert, et j'ai envie qu'il ne s'affiche que sur le jaune, eh ben c'est pareil, je le mets en écrêtage. Donc vous voyez qu'il est là, il se superpose. Donc les règles de calque s'additionnent. Je peux à n'importe quel moment les annuler tous. Bien sûr, je peux les replacer, je peux changer leur ordre. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Là, je vous ai parlé de pas mal de choses, hein. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était que les calques d'écrêtage, les calques de réglage, les calques dynamiques, les calques pixelisés basiques. Je peux vous parler très rapidement des calques de remplissage. C'est encore une autre famille, mais c'est très simple, en fait, ce sont des calques normaux. Donc vous allez dans Calque, nouveau calque de remplissage, vous pouvez choisir de remplir tout un calque, donc qui aura la taille de votre document, avec une couleur unie, par exemple. Voilà, donc couleur, ça on va laisser tout ça blanc. Donc vous voyez qu'il a pris la couleur par défaut que j'avais en premier plan, mais je peux changer et mettre celle que je veux. Voilà, donc là ça m'a juste créé un calque un peu spécial, voilà, donc c'est un calque de fond. Donc à n'importe quel moment, voilà, je peux changer sa couleur. Je vous montre rapidement les autres. Donc nouveau calque de remplissage, dégradé, donc le principe, vous l'avez deviné, c'est exactement le même, sauf que cette fois-ci ça va être un dégradé. Voilà, donc mon calque est là. Donc je peux pas le déplacer, hein, ce sont vraiment des calques un peu spéciaux qui restent toujours à la taille du document. Voilà, donc à tout moment, voilà, vous double-cliquez pour changer les paramètres. Le dernier calque de remplissage, c'est le motif. Attention les yeux, ça va faire mal. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir les plus beaux motifs que Photoshop nous livre de base. Donc, je sais pas pourquoi ils ont choisi de laisser des motifs aussi moches. Hein. Donc autant je comprenais en 90 ou 95, autant en 2015, je me dis que ça leur ferait pas de mal de faire une petite mise à jour des motifs. Hein. Bref. Donc le principe est le même, vous avez vu un petit peu tous les différents types de calques. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? On a parlé des calques de réglage, de remplissage. Ah oui, il me reste les masques de fusion. Alors, accrochez-vous. Si maintenant j'ai un masque, donc un calque, pardon, donc je vais partir de ce calque-là, donc calque motif 1. Vous voyez qu'il y a une petite forme magique, juste à côté, un petit rectangle blanc avec une icône de lien qui s'est créé. C'est tout simplement parce qu'il s'agit là d'un masque d'opacité. Donc c'est comme si ce calque avait un autre calque sur lequel je peux dessiner en noir et blanc pour cacher, afficher ou masquer certaines parties. Donc vous voyez, lorsque je sélectionne du noir et que je dessine dessus, tout ce qui est en noir va être effacé. Et tout ce qui est en blanc ici sur mon petit masque va laisser passer les pixels. Voilà, donc on peut encore une fois s'imaginer ça comme une feuille de papier calque, où tout ce qui est en blanc
on va laisser passer ce qui est en dessous, et tout ce qui est en noir ne va pas laisser passer le calque. Voilà, si par exemple maintenant j'ai envie de masquer mon calque en dégradé, et bien là je peux inverser la sélection, donc je fais CTRL plus I, donc je transforme tous les pixels blancs en pixels noirs, donc ça va rendre de totalement visible à totalement invisible mon calque. Voilà, je refais la manipulation, je le rends à nouveau visible. Pour que ce soit bien clair, je vous montre encore une fois ce que ça fait lorsqu'on dessine dessus avec un pinceau noir. Alors vous allez me dire à quoi ça sert exactement. Les masques d'opacité sont extrêmement pratiques lorsque vous souhaitez en fait cacher certaines parties d'un calque sans pour autant le gommer de façon irréversible. Donc je reprends l'exemple des calques pixelisés. Vous pouvez gommer dessus, par contre ce que vous avez gommé sera gommé pour toujours. Si vous voulez le remettre, il va falloir redupliquer le calque, il va falloir redessiner à la main, il va falloir rouvrir la même photo de base, en tout cas vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout ce qui est supprimé est supprimé. Maintenant si vous voulez pouvoir revenir en arrière, donc je vais prendre un calque classique comme celui du début, donc je vais reprendre mon petit rectangle vert, donc ce que je vous disais, si je le gomme, c'est gommé, je ne peux pas revenir en arrière. Mais si je veux me laisser la possibilité à tout moment de remodifier ça, je crée un calque d'opacité, donc vous avez vu que c'est cette icône ici, et là je vais dessiner en noir, ou remplir en tout cas en noir tous les pixels que je ne veux pas afficher. Donc si maintenant, je vois que je suis allé trop loin, finalement je décide de garder cette partie-là, je repeins en blanc par-dessus. Voilà, donc ça marche aussi si maintenant vous remplissez avec un outil de sélection, un rectangle, un cercle, peu importe la méthode. En tout cas, le principe est le même. Tout ce qui est blanc sur ce masque d'opacité sera affiché, tout ce qui est noir sera masqué. C'est notamment quelque chose qu'il faut connaître absolument si vous utilisez des calques dynamiques. Je vous parlais en début de vidéo des calques dynamiques et je vous expliquais qu'on ne pouvait pas les gommer. Vous voyez, si j'essaie de gommer, voilà, j'ai un message d'erreur qui me propose de pixeliser l'objet. Mais si maintenant vous voulez quand même masquer certaines parties, sans pour autant avoir à repasser sur un calque pixelisé, voilà, vous faites un petit masque d'opacité, comme ça vous allez pouvoir masquer ce dont vous en avez envie et afficher ce qui vous plaît. Donc voilà pour les masques d'opacité. On a ensuite les masques vectoriels. Voilà, donc là j'ai fait un masque vectoriel pour tout masquer. Le principe est exactement le même que le masque d'opacité, seulement là ça va s'appliquer à des formes vectorielles. Voilà, donc je ne vais pas venir dessus. Donc l'avantage c'est que ce n'est pas des pixels, mais ce sont des formes vectorielles, donc on peut les agrandir et les transformer à volonté sans que ça pixelise. En tout cas le principe est le même. Moi je m'en sers assez peu, ça ne fait pas partie de mon processus de travail, mais vous pouvez vous en servir sans aucun souci. Ensuite, on a quoi? Donc les calques dynamiques, ça j'en ai parlé. Vous avez ensuite les calques vidéo. Donc vous pouvez maintenant, depuis très peu de temps, créer des calques vidéo à partir de fichiers vidéo. Donc ça, je ne vais pas vous montrer ce que ça fait, je vous laisse tester chez vous. C'est très simple, en tout cas, voilà, ça crée une vidéo qui va être importée dans les calques ici à droite. Vous pouvez ensuite bouger avec la timeline ce qui vous intéresse. Vous avez ensuite comme calque... Mais attendez, je crois qu'on a tout vu. Je crois qu'on a tout passé en revue. Il ne reste plus rien. Oh my God! C'est bon, je crois que j'en ai enfin fini avec cette vidéo. Je crois qu'on a passé en revue tous les styles de calques. Donc, pour rappel, il y a les calques classiques, donc les calques pixelisés. On a ensuite les calques dynamiques. On a ensuite les calques de réglage. On a ensuite les calques de remplissage. On a ensuite les calques vectoriels. Et sur tous ces calques, absolument tous, on peut appliquer des masques d'opacité. On a ensuite vu que ces calques, on pouvait les écrêter entre eux. Donc c'est-à-dire ne faire apparaître certains calques que les uns sur les autres. Pour respecter un certain périmètre d'affichage. J'ai essayé d'être le plus compact possible dans mes explications, sans rentrer trop dans les détails. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais vous montrer une dernière chose avec les calques qui est quand même très pratique. Il s'agit de la recherche par calque. Donc là, si jamais vous avez beaucoup trop de calques dans votre document, ce qui peut arriver, sachez qu'à tout moment, vous pouvez faire une recherche
dans les calques. Par exemple, une recherche par nom, si je veux le calque 1, ah bah, je vais taper un 1, et vous voyez qu'ici j'ai calque 1. Si je veux, voilà, je vais écrire entièrement calque 1, comme ça c'est le seul qui va s'afficher. Si je veux un calque de fond, je vois que mes calques s'appellent fond, je tape fond, et voilà, ils apparaissent juste là. Donc je peux de nouveau choisir de les afficher ou non. On peut aussi faire une recherche par effet. Donc si vous avez des effets appliqués à vos calques, voilà, donc de lieur interne, d'incrustation, etc., ils vont être triés comme ça. Vous pouvez aussi changer le mode des calques, et le trier donc par mode des calques. Ah voilà, c'est ça qu'il faut encore que je vous explique. Ensuite par attribut, donc l'attribut, voilà, c'est est-ce que le calque est visible, est-ce qu'il est invisible, est-ce que c'est un calque verrouillé, est-ce que c'est un calque en écrêtage, est-ce qu'il est vide, est-ce que c'est un masque de, est-ce qu'il y a un masque de fusion dessus, etc. Donc ça, je vous laisse un petit peu regarder tout ce qui existe ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Une chose dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les liens de calque. Alors je vous en ai pas parlé, c'est volontaire, c'est parce que je ne m'en sers jamais. Pour moi, c'est le diable absolu. Il s'agit des liens de calque. Donc là, vous voyez que j'ai mes deux calques, donc mon beau smiley rouge et les deux taches vertes. Et vous pouvez décider de les lier ensemble. Donc vous allez sélectionner les calques et cliquer sur cette icône, lier les calques. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit lien qui apparaît à côté de ces deux calques. Et donc maintenant ils sont liés. C'est-à-dire que si je sélectionne un des calques et que je veux par exemple le déplacer, et ben l'autre va se déplacer avec lui. Alors c'est quelque chose qui était très utilisé à l'époque. Je sais pas pourquoi, moi je vous le déconseille très fortement. Si vous avez besoin de faire ça, si vous avez besoin de lier certains calques entre eux, pardon, de créer une hiérarchie, de les ranger ensemble, faites des dossiers. Faites des dossiers de calques, comme je l'ai fait ici là. Voilà, donc je sélectionne les deux et je fais CTRL-G. Et donc vous voyez qu'ils ont été placés à l'intérieur d'un groupe de calques. Voilà, donc vous pouvez faire ça plutôt pour les garder ensemble plutôt que des liens de calques. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que si maintenant votre document fait à peu près 150 calques empilés les uns sur les autres, et que vous commencez à vouloir déplacer un calque et que vous comprenez pas pourquoi il y a 5 autres calques qui se déplacent avec, vous allez passer 5 minutes à chercher quel calque a été lié avec celui-ci. Alors vous allez peut-être devoir fouiller des dossiers pour trouver le lien, enfin le calque qui a été lié à celui-ci, enfin c'est une horreur. Voilà, moi je le déconseille absolument. En plus, le fait d'utiliser des groupes de calques va vous permettre de garder un document bien organisé, un PSD propre. Donc c'est autant de bonnes choses. Donc les groupes de calques, hein, donc vous l'avez vu, l'icône est ici. Donc là je crée un groupe de calques, donc je peux voilà, glisser des calques dedans autant que j'en ai envie. Je peux mettre des groupes de calques dans des groupes de calques, faire des inceptions dans des inceptions, c'est vraiment puissant. Je peux aussi appliquer des effets de style à ces groupes de calques, comme si c'était des calques normaux. Donc vous voyez que là, voilà, tous les calques qui sont à l'intérieur reçoivent les effets de style appliqués. Je peux bien sûr revenir en arrière. Je peux à tout moment sortir un calque d'un groupe de calques. Voilà, je peux réorganiser les groupes de calques entre eux. Enfin, le principe est exactement le même qu'avec des calques, seulement il s'agit de groupes. Voilà. Donc ça vous permet de garder votre PSD propre. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les bases des calques dans Photoshop. On a passé en vue pas mal de choses. Dans la suivante, on verra un point que j'ai pas abordé ou très peu, qui sont les modes de fusion de calques. Donc c'est là aussi un outil extrêmement puissant à connaître. Et dans la troisième vidéo, pour rappel, je vais un petit peu rentrer dans les détails des calques de réglage. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire avec. Donc je vais quand même en parler un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo sur les calques. Ah, et vous pouvez me remercier en commentaire à la vidéo pour vous avoir fait tellement de bien aux yeux, pour avoir flatté votre besoin d'inspiration et votre besoin de voir des belles créations et des belles choses aujourd'hui. Je sais que tous mes beaux petits dessins, mes petits smileys, mes grosses formes hideuses vous ont plu, donc n'hésitez pas à me remercier, ça me fera vraiment chaud au cœur. Allez, bye bye! Stop, pars pas tout de suite. Attends une seconde, t'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français. Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement. Il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school ou retrouve l'adresse dans la description de la vidéo et inscris-toi. On sera bien.